Redevabilité, le rendez-vous de la vérité des faits. Dans la vie d'une république, il y a des moments qui sont forts, des moments importants. Ces moments, c'est souvent la rencontre des aspirations des populations et les actions des gouvernants. Ces moments sont des moments de redevabilité, où le peuple peut comprendre, peut savoir ce qu'on a fait de son mandat et de ses moyens. Nous sommes donc dans le panel de gouvernabilité, de redevabilité, un panel qui est organisé à l'issue de la première année du gouvernement Souminois II. Ce panel va recevoir aujourd'hui 2 représentants du gouvernement sur une thématique essentielle. Nous parlerons des finances et nous parlerons des travaux publics, mais je vais co-présider ces moments avec ma collègue Élisée Odia, qui va d'ailleurs annoncer les invités de ce panel. Merci Willy. Qui sont-ils? Quelles sont leurs actions? Quelles sont leurs innovations? Quelles sont les réalisations et les impacts de ces dernières une année depuis leur nomination par le chef de l'État à la tête dans leurs différents secteurs au niveau du gouvernement Souminois II? Madame, Messieurs, veuillez recevoir avec moi 2 ministres qui sont dans 2 secteurs au cœur même de l'action publique et politique du gouvernement souminois. Recevez avec moi le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likundeli Botaï, qui est accompagné, qui est là, avec le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda. Merci de nous rejoindre ici, Monsieur le ministre, sous vos applaudissements. Merci. Bienvenue, Monsieur le ministre. Je vous en prie. Bienvenue, Monsieur le ministre. Merci. Soyez les bienvenus, soyez à l'aise sous ce panel de redevabilité. Ce n'est pas tous les jours que les dirigeants s'expliquent sur la manière dont ils ont géré le pouvoir qui leur a été attribué. Aujourd'hui, je disais donc ce que Élisée a dit, le pays produit des moyens, le pays construit sa nation. Nous avons donc les 2 bras les plus puissants de la République, mobiliser les ressources et les utiliser à bon escient. Le ministre des Finances, que je salue, Monsieur le ministre, nous allons commencer directement cette émission avec vous parce que vous avez entre vos mains la gestion de la politique budgétaire du pays. Alors, le pays veut savoir, les Congolais de tous les coins veulent savoir quelle est la situation exacte aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, de la politique budgétaire, des finances et de l'espace même que vous gérez. Merci Willy, merci infiniment Madame Élisée. D'entrée de jeu, je vais exprimer ma gratitude à l'Éternel Dieu des armées qui a voulu que nous soyons ici et rendre mes hommages les plus déférents à son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, en dépit des défis auxquels notre pays est confronté, il n'a pas renoncé à la détermination de préserver la cohésion nationale, l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Aujourd'hui, s'il faut parler de la photographie de la situation économique et budgétaire de notre pays, il est important de rappeler que la République démocratique du Congo a une économie résiliente et robuste, un cadre macroéconomique relativement stable, avec des indicateurs que nous allons aborder. Avant d'aller encore plus loin, permettez que je rappelle les contextes dans lesquels les opérations budgétaires et financières de l'État se déroulent, les contextes économiques lui-même, en partant également de la photographie de la situation qui a été la nôtre lorsque nous arrivons en 2024 en juin. Rappelez-vous que lorsque nous arrivons et nous sommes investis en juin, le gouvernement Souminois I, nous trouvons une économie de la République démocratique du Congo dans un contexte macroéconomique instable, après une inflation qui a atteint 23% en décembre 2023, une dépréciation de la monnaie qui était autour de 24%
en décembre de la même année et un solde du compte courant qui était encore supérieur au-delà de 3%. Ce que nous faisons en tant que gouvernement, c'est d'abord nous aligner sur notre programme économique. Monsieur le ministre, 2024-2028. vous allez développer. Hein, vous n'en faites pas. Vous avez le temps d'aller indicateur par indicateur. Ce que nous voulions dans un premier temps, c'est de tout chauffer un tout petit peu pour que vous nous disiez quel est l'état des lieux de votre secteur. Et si vous autorisez, nous allons demander au ministre des IPTPR quel est l'état de la situation aujourd'hui. Juste une brève introduction pour que l'on sente que nous sommes bel et bien aux infrastructures et travaux publics. Bien, l'état des lieux actuels du secteur, c'est que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est dans une véritable croisade dans les domaines des infrastructures. Tous les pays sont en chantier. Toutes les 26 provinces sont en chantier. Donc, chaque fois que vous allez me citer une province, je vous dirai les travaux qui sont en cours. Vous prenez les paris. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, nous allons travailler. On va commencer. Vous aviez déjà commencé à aborder ces différentes réformes. Vous avez déjà commencé à en parler avec Willy. Alors, on entre dans les vices. Quelles sont les réformes à impact direct qui peuvent retenir, en une année, qui peuvent retenir aujourd'hui l'attention de cette population qui est en train de vous suivre actuellement? Je vais revenir sur les fondamentaux. Je vous en prie. Il faut partir sur la photographie de la situation économique. J'ai rappelé ici les contextes. Inflation à 23%, dépréciation de la monnaie en fin décembre 2023 à 24%, déficit du solde du compte courant au-delà de 3% du PIB, les réserves d'échange à 5,5 milliards de dollars, et les prix et la situation sociale qui était sous tension, parce que les agents publics, par exemple les fonctionnaires, ayant perdu le pouvoir d'achat suite à l'inflation, ont commencé à exiger des revalorisations des salaires pour les fonctionnaires du régime général, pour les enseignants, pour les médecins et les autres catégories. Ça, c'est la photographie. Qu'est-ce que nous faisons pour arriver là où nous sommes aujourd'hui? Nous mettons en place des politiques de relance qui cadrent avec le programme d'action du gouvernement PAC 2024-2028. Parce que je rappelle que notre premier pilier du programme d'action du gouvernement, c'est plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat. Le premier axe stratégique, c'est la stabilité du cadre macroéconomique. Si nous ne posons pas ces fondamentaux, nous ne comprenons pas ce qui a été fait après. C'est important pour nous dans cet exercice de redevabilité. Nous mettons en place des politiques de relance, à la fois par la demande, mais également par la consommation, pour stimuler la demande globale. C'est des politiques classiques qui ont été défendues par John Maynard Keynes. C'est ce qui fait en sorte que nous investissons massivement dans les infrastructures pour créer un cycle de croissance économique endogène. Et vous avez pu constater que le gouvernement a réalisé autant d'investissements pour créer et stimuler la demande. Et aussi, nous avons posé des actions importantes, dont notamment les incitations fiscales qui ont été accordées aux ménages pour stimuler la consommation, ce qui a induit la suite de la stabilité du cadre macroéconomique qui est parti de juin 2024 à septembre 2025. Pendant cette période, 15 mois durant, nous avons stabilisé notre monnaie de manière relative avant que la Banque centrale vienne ajouter une action au cours du mois d'octobre 2025 pour avoir l'effet de l'appréciation de la monnaie. C'est très fondamental pour parler des questions micro, de parler de la situation macroéconomique, de ce qui a été fait dans un contexte sécuritaire qui est très tendu. Pour nous, le gouvernement, cela démontre qu'il est possible de mettre en cohésion les enseignements théoriques et la pratique pour avoir les résultats que nous avons aujourd'hui. Parce que pour mobiliser les recettes, il faut avoir un cadre macroéconomique stable. Pour mobiliser les ressources extérieures, il faut avoir un cadre macroéconomique stable. Quelles sont les réformes qui ont été réalisées au gouvernement pour augmenter les niveaux de mobilisation des recettes? Dans un premier temps, nous avons ciblé
les questions fiscales. En faisant quoi? Nous avons exigé au niveau de la Direction générale des impôts la généralisation de la télédéclaration de la TVA, ce qui a induit à une amélioration de la mobilisation de cet impôt qui, sous d'autres dossiers, est le premier impôt qui rapporte des revenus à l'économie et au pays. Qu'est-ce que nous avons fait ensuite? Nous avons amélioré la mobilisation de l'IPER. Nous avons également posé une action concertée au niveau du gouvernement entre le ministère de l'économie, le ministère des hydrocarbures, qui est à la base des performances de la Direction générale des douanes aujourd'hui. Si vous constatez, la douane, chaque mois, atteint et dépasse ses assignations. L'un des facteurs qui rapporte ces résultats, c'est la réforme à la fois du système de la subvention pétrolière dans sa composante de la dépense fiscale. Nous avons mis en place une réforme qui a permis qu'aujourd'hui, nous mobilisons autant de recettes au niveau de la DGDA pour financer les budgets de l'État. D'autres réformes ont été posées au niveau de la DGRAD, sans oublier la facture normalisée qui est en cours de déploiement et qui rapporte déjà les premiers résultats, parce que nous avions une moyenne de mobilisation de la TVA de 280 milliards de francs le mois. Aujourd'hui, nous sommes au-dessus de 320 milliards. Notre objectif, c'est pousser plus loin, avoir le double de ces recettes lorsque cette réforme sera complètement implémentée. Donc, je vais m'arrêter là. Oui. Les réformes qui ont été menées dans les 2 ans au niveau du ministère des Finances et du gouvernement sont tellement nombreuses et je ne pense pas que dans cette émission, on pourra avoir l'occasion d'en parler. Monsieur le ministre, c'est vrai que vous avez mené des réformes de fond, et parce qu'il faut quand même que le public qui nous suit comprenne à peu près. Hein. Vous savez, le langage économico-financier est un langage un peu fermé, il faut donc qu'on puisse l'ouvrir. Pour l'ouvrir, on pose des questions simples, notamment, vous avez augmenté les recettes dans les différentes régies financières de combien de pourcents? Si nous partons de la DGDA, elle a déjà été à ce point, vous l'avez amené grâce à la réforme à ces niveaux. Si vous pouvez nous donner ce tableau-là, où vous avez des chiffres de croissance des recettes au niveau des régies financières, le peuple pourra vous comprendre bien. Très bien. Je vais préférer être simple, comme vous l'avez recommandé. Oui. On n'est pas encore embrayé notre population, qui a beaucoup de défis, qui attend les résultats tangibles que le président de la République est en train de demander. Je vais vous donner un chiffre de manière globale. Cette année 2026, nous projetons les recettes de l'ordre de 33 000 milliards et demi, alors que l'année passée, nous avons atteint les recettes de 28 000 milliards 700 qui ont été réalisées, autour de 29 000 milliards. En 2024, nous étions autour également de 27 000 milliards. Donc, si vous constatez, il y a un accroissement moyen d'environ 10% du niveau de mobilisation des recettes internes. Et vous allez les constater au niveau de la pression fiscale. L'année passée, nous étions avec une pression fiscale qui était autour de 11,7%. Aujourd'hui, nous avons une pression fiscale qui est projetée autour de 12,5% en 2026. Sans extension de l'assiette fiscale. S'il vous plaît. Sous les mêmes opérateurs. Non, nous avons une extension de l'assiette fiscale parce que si vous posez la question sur les réformes que nous sommes en train de mettre en place, notamment l'interconnexion des régies financières, cela nous permet de faire des recouvrements des opérateurs économiques vérés qui ne participent pas à l'effort fiscal du pays. Et donc, nous avons un chantier tout entier de l'interconnexion des régies financières. Un entrepôt des données a été déjà mis en place et des 3 régions est déjà chargé les données dans l'entrepôt de données. La 3e régie va s'exécuter dans les prochains mois, ce qui va nous permettre de faire des recouvrements d'un opérateur à partir de la douane jusqu'au niveau de la déclaration de ses impôts. Toujours dans ces chapitres également, nous avons un programme de modernisation de la douane qui est en cours de déploiement. Nous venons de mettre à Kasumbalesa des ponts bascules. Nous allons les mettre à Mokambo, nous allons les mettre aussi en Sakanya. L'objectif ici est d'interconnecter les ponts bascules au scanner, mais également intégrer les ponts bascules scanners au Sidonia Wed et même au guichet unique du commerce extérieur. Cela va permettre aux vérificateurs de douane d'utiliser la liasse fiscale, de dématérialiser les processus, d'éviter la fraude douanière qui est aujourd'hui à la fois dans la nature de la marchandise et des autres mais dans les lignes budgétaires pour la numérisation, parce qu'il faut digitaliser cette réforme. Mais il n'y a pas assez de moyens pour la digitalisation. Est-ce que ceci va être réel s'il n'y a pas de moyens? Alors, cher Willy,
Ce que j'ai toujours conseillé aux médias, c'est d'être des vecteurs de bonnes informations. Le gouvernement a mobilisé 300 millions de dollars récemment en syndiquant 4 banques pour financer les programmes de modernisation de la douane. Les moyens sont disponibles. Les scanners, les pompes bascules qui sont mis en place, c'est le fruit de cette syndication. Nous avons également un projet dénommé e-finance qui a été structuré du temps de mon prédécesseur avec le chinois de Huawei, nous a aidé à mettre en place une structuration de plus de 150 millions de dollars dans plusieurs composantes qui vont prendre l'interconnexion, les data centers. Vous prenez également les applicatifs comme les ERP de la DGI. Nous avons les ressources, assez de ressources pour refinancer les programmes de réforme. Donc le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, met un accent majeur sur la digitalisation des services et les administrations de l'État. Et nous ne résignons pas sur les moyens au niveau du gouvernement pour accélérer cet agenda cher au président de la République. On voit que la mobilisation de recettes se porte plutôt bien, mais les dépenses restent, selon certains, les tendons d'Achille du gouvernement. Qu'est-ce qui est fait dans le cadre des dépenses? Est-ce qu'il y a une rigueur? Est-ce qu'il y a une rationalisation de plus en plus des dépenses publiques ici? Les paroles ne peuvent pas, elles seules, suffire. Vous ne pouvez que regarder ce qui se fait à travers les pays. Et avec mon collègue, nous allons aborder toute la ville de Kinshasa est prise en charge en travaux par le gouvernement central, la ville de Kisangani, la ville de Buta, la ville d'Issiro en partie, la ville de Kananga, la ville de Mbujimaï. Si on met en place ces investissements, c'est-à-dire que nous avons amélioré la qualité de la dépense. Et même dans les ratios des dépenses qui sont exécutées, nous avons augmenté les niveaux de subventions à l'investissement au niveau des provinces. Comme mon collègue l'a dit, vous citez une province, on vous dira ce que nous y faisons depuis des ans. Lorsque nous arrivons, mon collègue va revenir, lorsque nous arrivons en juin, sur cette ville de Kinshasa, il n'y avait plus aucune route pour circuler. Il n'y avait ni Kabinda, il n'y avait ni Bokassa, il n'y avait ni Kabambar, il n'y avait ni Flambeau, il n'y avait ni Flamboyant. Il n'y avait rien, absolument rien. Allez-y maintenant, nous avons livré, et il va en parler, à peine 40% de ce que nous finançons. Et lorsque nous allons terminer les financements de ce que nous faisons, et il va revenir, vous verrez une nouvelle ville. Et au-delà de ça, nous finançons des projets structurants. Et nous avons même fait quelque chose d'extraordinaire que nous allons évoquer ici. Une renégociation du contrat chinois a été réalisée. Nous avons augmenté les niveaux de la consommation des crédits de la SICOMIN et on a atteint 400 millions de dollars. C'est comme ça qu'aujourd'hui, mon collègue va y revenir, ces efforts de mobilisation, et nous avons dit aux partenaires chinois, désormais ces recettes et ces ressources de l'État doivent transparaître au budget de l'État. Une dernière question avant que nous n'abordions la question des travaux publics, et vous allez l'aborder. Monsieur le ministre, vous êtes optimiste et c'est une bonne chose. Mais comment vous expliquez que le collectif budgétaire qui a été promulgué a été revu à la baisse, alors que vous dites que les recettes ont beaucoup augmenté? Qu'est-ce qui explique que c'est autour de 24 000 milliards plutôt que 28 000 milliards qui étaient à l'origine dans le programme initial? Qu'est-ce qui explique cette baisse? Nous sommes un gouvernement de la transparence, de la crédibilité renforcée. Nous ne voulons plus de la démagogie. Nous voulons un budget qui permette de rencontrer les préoccupations de nos populations. Les budgets, je vous l'ai dit, en recettes internes, a connu un accroissement significatif. C'est plutôt en ressources extérieures, pour la plupart des prêts des partenaires bilatéraux et multilatéraux, que nous avons, avec nos partenaires du Fonds monétaire international, décidé d'être plus proches de la réalité. Ça ne sert à rien de mettre un montant de 100% de mobilisation dès lors qu'au départ, nous sommes convaincus que nous n'allons mobiliser que 20%. Ça augmente les montants et des promesses illusoires. Notre gouvernement, c'est le gouvernement de la transparence, de la crédibilité renforcée, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans des programmes avec nos partenaires du Fonds monétaire international et nous allons en parler, d'accéder pour la première fois de l'histoire de ces pays sur les marchés financiers internationaux. On va y revenir. Mais pour rester dans ce domaine, vous devez renforcer la crédibilité budgétaire.
Ça ne sert à rien d'annoncer des chiffres qui ne sont pas réalisés. Nous allons passer au ministre On passera quand même chez le ministre des Infrastructures, parce que c'est les cantonniers, mais on reste un peu chez l'Argentier, puisqu'il vient d'aborder la question, il parlait d'euros. Bon, justement, on faisait allusion à ça, c'est l'une des réformes majeures que vous êtes en train de brandir depuis une année. Qu'est-ce qu'il en est actuellement par rapport à cet eurobond? Madame, c'est historique ce que nous avons réalisé dans ce pays, et je l'ai toujours répété. Ces populations ont longtemps souffert. Nous, lorsque nous étions enfants, je viens d'une famille politique. Notre rêve et notre leader nous disaient les temps pour la démocratie et le progrès social. Et lorsque vous traversez ces pays, vous allez vous rendre compte des déficits en infrastructure que nous avons. Et c'est révoltant d'avoir cet état de choses et de ne pas prendre des mesures pour résoudre la question alors que nous avons des moyens. Nous sommes un pays qui a les taux d'endettement les moins inférieurs de beaucoup de pays qui nous entourent. Les ratios d'endettement pour les pays de la SADC, c'est entre 55 et 60% de leur PIB. La République démocratique du Congo est à 20%, même après l'émission de l'eurobond. Les services de la dette de la RDC est à moins de 10% de nos recettes internes. Les risques de taux d'échange, aujourd'hui, il est maîtrisable par la stabilité relative du cadre macroéconomique. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons constaté que nous avons des retards énormes en termes de financement des infrastructures critiques. Les infrastructures critiques, ce sont des assets économiques qui créent des externalités positives, qui apportent de la croissance, du travail pour les Congolais qui sont au chômage. Parce que dans ce pays, nous avons un problème de chômage de masse, il faut les résoudre. Pour les résoudre, il faut diversifier l'économie. Pour diversifier l'économie, il faut avoir des moyens. Qu'est-ce que nous avons fait? Premier chapitre, stabiliser les cadres macroéconomiques. Je vous ai démontré ce qui a été fait pendant 15 mois pour stabiliser les cadres macroéconomiques, casser les rythmes de formation des prix intérieures, partir d'une inflation de 22% en juin jusqu'à une inflation de moins de 7% en septembre 2025. Avec l'action de la Banque centrale, nous sommes aujourd'hui en glissement annuel à une inflation qui tourne autour de 3%. C'est extraordinaire. Ce type d'inflation, nous les avons connus autour des années 2012 à 2014. Ça n'arrive pas tous les dimanches. C'est des efforts énormes qui ont été fournis. Après, nous avons travaillé au renforcement de notre notation. Lorsque nous arrivons, et je rappelle ici que la République démocratique du Congo a été notée autour des années 2020. Mon prédécesseur a commencé la notation souveraine avec Citibank. J'ai salué d'ailleurs notre compatriote Willy, l'actuel DG de Equity BCDC. C'est lui qui a, en ce moment-là, Willy, à cette époque, qui a aidé à ce que les pays soient conseillés et nous avons été notés. Après, mon prédécesseur est venu renforcer la note pour la faire passer des CCC vers la notation BB- avec perspective stable. Lorsque nous sommes venus, nous avons travaillé sur un certain nombre de critères et la note souveraine de la RDC a été renforcée, pas améliorée, renforcée. Des BB- chez S&P avec perspective stable à BB- avec perspective positive, ce qui nous a donné des moyens pour aller sur le marché financier international. Et nous sommes allés, après un travail de longue haleine, de silence pendant 6 mois, où nous avons sillonné des différentes capitales du monde pour présenter la République démocratique du Congo qui n'est pas présentée par les autres pays. Parce que ce que moi je vais, et c'est dans la droite ligne de ce que le président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a toujours prêché. Nous, Congolais, nous devons rendre et vendre ces pays autrement, comme mon collègue Moulay l'a dit aussi, les changements des narratifs. Nous avons un pays extraordinaire, mais parfois nous-mêmes, nous le vendons mal. Nous avons vendu ces pays à juste prix et nous avons récolté les meilleurs résultats. Revenez un peu à sa question rapidement. L'impact de l'eurobond, rapidement. La question qu'elle a posée, et j'y reviens, soyez un peu plus concis. Le fait de prendre de l'argent sur les marchés internationaux, c'est ça l'eurobond. Et de le garder sans l'affecter, est-ce que c'était rationnel? Willy, lorsque j'entends beaucoup de gens parler de l'eurobond, certains confondent l'eurobond à une ligne de crédit bancaire. Et c'est comme une discussion, j'ai dit toujours à mes collaborateurs, c'est une discussion, je suis désolé,
J'ai fait quelques années à la faculté polytechnique avant que je bascule à l'École nationale des finances. En fait, nous étions en train de nous dire, mon collègue va le dire mieux que moi, c'est comme une discussion entre, je suis désolé, j'aime bien les métiers, tout le métier du monde, mais chacun doit faire son travail. Un comptable qui est en train qui fait des opérations médicales. Un comptable qui dit à un ingénieur civil, écoutez, la résistance de ces matériaux à 17 niveaux d'étage va créer un flambage d'autant de pourcentages. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement, monsieur le ministre? C'est une discussion entre des comptables et des économistes. Non, mais l'opinion veut savoir. C'est une discussion proprement congolaise. Je vais expliquer. Oui. Est-ce que vous avez le temps pour que j'explique? Non, vous soyez concis. On a quelques minutes. Juste une minute pour dire, voilà, nous avons pris cet argent, ce n'est pas une ligne de banque, voilà ce que nous allons en faire. Alors, si vous avez du temps, je vais expliquer. On ne prête pas à n'importe qui. Et ceux qui prêtent, ce ne sont pas des banques. Ceux qui ont prêté ces ressources, ce sont des gestionnaires des actifs et quelques banques. Pour aller sur le marché, il y a d'abord des préalables. Stabilité du cadre macroéconomique. Vous ne pouvez pas aller sur le marché de l'eurobond avec une inflation de 23% et une dépréciation de la monnaie dans une année à 24%. Il faut d'abord travailler sur les fondamentaux. Donc si quelqu'un venait vous dire qu'il voulait le faire, et dans ce pays nous connaissons des expériences, nous avons essayé, ça n'a pas abouti. Et lorsque vous y allez, il y a des critères. D'abord, le premier critère, je vais expliquer, c'est les benchmark size. Lorsque vous allez sur un marché financier à l'international, un eurobond ne peut pas avoir moins de 400 millions de dollars. Il n'y a pas un eurobond de 400 millions de dollars. L'eurobond minimum, c'est 500 millions de dollars. Est-ce qu'on se comprend bien? Très bien. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas mobiliser 400 millions de dollars sur ces marchés. Si on a besoin de 400 millions de dollars, syndiquons nos banques locales, nous l'avons déjà fait, avec les manques à gagner. Ici, oui, avec très bien. Des obligations. Oui. Alors, donc nous sommes allés sur le marché de capitaux internationaux, pas d'abord pour aller mobiliser les ressources. Nous sommes allés dire au monde que la République démocratique du Congo d'aujourd'hui, de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un pays avec une économie résiliente et robuste, un cadre macroéconomique stable, une gouvernance améliorée, des programmes avec les fonds monétaires internationaux, des chantiers entiers de diversification de l'économie. Et nous voulons que ces pays soient reconnus pour ces efforts. Et donc nous sommes allés d'abord pour un premier objectif qui est stratégique, celui de la crédibilité financière internationale. Quelle est la conséquence? C'est que lorsque les marchés attestent que ce pays est dans la bonne direction, vous allez augmenter les niveaux des investissements directs étrangers, ce qui va avoir de l'incidence sur votre équilibre extérieur, ce qui va avoir de l'incidence sur les emplois des Congolais. Ça, c'est la première chose. Donc, le premier objectif, c'est l'objectif stratégique. Le deuxième objectif, c'est l'objectif économique. Nous sommes allés sur les marchés financiers internationaux pour aller établir la courbe des taux du risque souverain de ces pays. Avant, lorsque les gens allaient sur le marché, le Congo, on ne sait pas les situer. Il est à 15%, à 12%. Et du coup, les grandes entreprises qui sont ici en République démocratique du Congo, Kamoa et consorts, n'ont pas la visibilité pour aller mobiliser les ressources à l'extérieur. Elles font quoi? Elles vont auprès de ces banques commerciales, elles mobilisent les ressources. Willy, si vous avez Kamoa qui vient solliciter 500 millions de dollars, que vous savez situer, dont vous savez la hauteur de la production, et que vous avez une PME qui est installée à Limité, qui vient chercher 100 000 dollars, vous allez préférer donner 500 millions de dollars à Kamoa qu'à la PME. Voilà l'effet d'éviction qui fait en sorte que les Congolais, leurs PME, n'ont pas accès au crédit. Maintenant, en allant sur le marché, en établissant la courbe des taux, les grandes entreprises et les banques ont la possibilité, y compris l'État, d'aller sur le marché. Parce que nous aussi, un instant, Willy, il ne fallait pas poser la question des rebonds parce qu'elle est complexe. Je dis c'est une discussion entre un comptable et un économiste. On vous écoute. Mais soit vous me laissez parler. Concluez. Nous devons continuer. Non, on vous a compris. Parce que pour répondre à votre question, il faut que les gens comprennent. Parce que sinon, je vais arriver au dernier objectif qui est l'objectif financier. Mobiliser les ressources au meilleur coût. Ça, c'est la dernière partie. Donc, si vous me demandez de parler de la dernière partie, je laisse les deux parties les plus principales.
je crois que les auditeurs et ceux qui sont en train de nous suivre ne vont pas comprendre. Mais bref, toutes ces discussions techniques ne concernent pas les Congolais. Les Congolais ont besoin des routes. Les Congolais ont besoin de l'énergie. Les Congolais ont besoin des aéroports. Et l'Aérobond, les premiers, va financer l'aéroport international d'Njili, va financer la centrale hydroélectrique de Katende. Elle a été promise, cette centrale, depuis 1970. Quand vous parlez de Katende, vous allez rêver des sorciers ici. S'il vous plaît. Il ne faut pas en parler maintenant. S'il vous plaît, nous avons dit ceci. Katende a bâti tous les gouvernements. Et nous avons pris le défi de voir s'il pourra battre les nôtres. Nous allons y revenir. On va Madame, y revenir. non, Et effectivement, Voilà. on va prendre le ministre des Infrastructures, John Banzalunda, que d'aucuns surnomment le cantonnier. Il paraît que vous passez beaucoup de temps dans les chantiers. Est-ce qu'aujourd'hui, une année après votre nomination à la tête de ce ministère, pouvez nous dire combien de kilomètres de routes ont été faites, construites, combien de ponts, combien d'infrastructures ont été construites depuis que vous êtes là? Bien, ce sont des questions qui sont très complexes. Il faut d'abord situer ce que c'est le secteur, parce que vous êtes d'accord avec moi qu'on ne construit pas une route en un jour ou en une année. Par contre, je peux un tout petit peu améliorer votre question en disant quels sont les nombres de kilomètres en chantier maintenant et ceux qui sont sur le point de s'achever, et nous allons y aller. Aujourd'hui, il faut circonscrire les secteurs en se référant au passé. Les données du passé nous renseignent que notre réseau national tourne autour de 138 500 km. Pour un pays de 2 345 000 km², c'est extrêmement insignifiant. Et quel est l'état de ce réseau de 135 800 km²? C'était, je dis bien, c'était un état lamentable, carrément abandonné. Mais lorsque le président de la République prend le bâton de commandement et il lance la croisade des infrastructures, le mot est bien pesé, le mot est vraiment bien pesé, parce qu'il s'agit réellement d'une croisade dans les domaines des infrastructures. Alors, nous sommes en train d'aller par paliers. Le plus important de nos programmes, c'est le programme de désenclavement et de connexion de notre pays par la voie routière. Parce que vous parlez de routes, et donc nous commençons par les routes qui constituent l'ossature de notre système routier. Et ici, nous avons des travaux en cours, des réalisations. Les travaux qui concernent la route nationale numéro 1, qui part de Banana dans le Congo central et qui se termine à Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga. Vous avez là 3300 km. Donc, sur les 3300 km, nous avons deux grands chantiers divisé en plusieurs lots, mais le plus important, c'est le tronçon qui concerne la modernisation de la route nationale numéro 1 à partir de Mbujimayi jusqu'à Ngouba dans la province du Lualaba. Et là, nous sommes en train de très très bien avancer et donc nous allons livrer la route l'année prochaine, donc au plus tard la fin de l'année prochaine. Nous avons toujours sur la route nationale numéro 1 le Kasaï, donc Chikapa et Kananga. Nous avons des travaux entre Kananga et Mbujimayi et les travaux évoluent bien, sauf sur quelques tronçons où une trentaine de kilomètres, il y a beaucoup de difficultés et nous sommes en train de redresser. Il y avait beaucoup de problèmes. Je salue l'accompagnement particulier de mon collègue ministre de Finances, qui a un rôle extrêmement important, non seulement dans les financements, mais aussi dans l'organisation logistique, parce que nous avons des entreprises qui ont connu des problèmes de dédouanement, de problèmes administratifs, mais grâce à son accompagnement, aujourd'hui, tous les équipements sont sur site et nous travaillons. Donc, nous sommes en train de régler ces problèmes. Donc, si vous prenez tous les 3300 km, il ne nous reste au total que 600 km
sur lesquels il faut travailler. Et donc, l'année prochaine, à la fin de l'année prochaine, on peut relier, je dis bien par un véhicule comme qu'on appelle communément à Kinshasa ici, Ketch, de Banana à Kasumbalesa. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, vous pouvez le faire de Banana jusqu'à Chikapa, jusqu'à 80 km au-delà de Chikapa. Et c'est extraordinaire et c'était même impensable. Ça, c'est la route nationale numéro 1. Nous sommes sur la route nationale numéro 2, que nous qualifions de l'autoroute de la paix, parce qu'elle démarre de Mbujimaï et quitte Mbujimaï jusqu'à Bukavu, c'est 1080 km. Les travaux sont en cours. Vous pouvez aller maintenant, vous allez trouver que nous avons déjà terminé à asphalter 10 km à partir de Mbujimaï sur le premier lot et 10 km à partir de Kabinda sur le deuxième lot. Et donc, l'objectif, c'est qu'en fin octobre, nous aurons déjà fait 40 km sur le premier lot, 40 autres kilomètres sur le deuxième lot. Et l'objectif final pour l'année, c'est de faire 60 km plus 60 km. Et donc, sur la route nationale numéro 2, qui est la première autoroute du pays que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de construire, une route moderne, avec des aires de repos, avec toutes les spécifications techniques modernes que vous pouvez imaginer. Et donc, au-delà au bout du deuxième lot, vous êtes dans la localité d'Embanga, dans la province de Lomami, où nous allons jeter un pont, le deuxième pont le plus long du pays, 714 mètres, sur le Lualaba, pour relier le Maniema. Donc, une fois relié le Maniema, nous allons nous attaquer sur la route qui va jusqu'à Kasongo, et donc nous allons nous retrouver à Mbujimaï. Vous avez la route nationale numéro 4. Je viens de Kisangani avant-hier. Nous sommes, non seulement les collègues ont parlé de Kinshasa, que le gouvernement central est en train d'appuyer le gouvernement provincial en termes de financement de la voirie. Kisangani aussi est concerné. Kisangani est en train d'être complètement transformé dans la voirie, mais aussi dans le désenclavement. Donc, il y a des travaux en cours entre Kisangani, la route entre Kisangani et Buta, la RN4 côté ouest, et du côté de l'est, nous avons Kisangani jusqu'à Beni. Nous avons requalifié le contrat. Il y a déjà 50 premiers kilomètres qui sont en travaux, mais le total, Kisangani-Beni, c'est 740 kilomètres. Donc nous avons alloti en plusieurs lots, et donc bientôt nous allons lancer les travaux sur le financement du gouvernement central, évidemment, sur 200 kilomètres que nous allons asphalter. Donc ce sont les travaux que nous commençons bientôt. Vous prenez la route nationale numéro 7, donc à partir de Kananga, pour relier pour la première fois une route abandonnée depuis 1960. Le gouvernement de la République l'a prise en charge. Nous allons lancer les travaux. J'ai dit bien, nous allons lancer les travaux dans quelques semaines ici, à partir de Lodja. Donc nous allons relier les 1240 km entre Kananga et Kisangani. Donc vous allez comprendre que la stratégie des enclavements est complètement en marche. Vous êtes toujours à Kananga. Il y a une autre route qui a été abandonnée depuis des années, c'est la route nationale numéro 41, Kananga-Ilebo. Nous sommes en train de finaliser la structuration, nous allons la moderniser. Et quand vous arrivez à Ilebo, vous prenez la route nationale numéro 20, que personne n'a prise en charge depuis longtemps. Donc nous allons, pour la première fois, jeter un pont entre le territoire d'Ilebo et le territoire de Idiofa dans la province du Kwilu, et donc on traverse de l'autre côté, où nous sommes en train déjà de travailler sur la route nationale numéro 20. Bref, monsieur le ministre, vous travaillez un peu partout, on l'a compris. Vous avez posé la question de savoir combien de kilomètres, et vous allez vous-même tirer la conclusion. Nous sommes à Idiofa, nous sommes sur la route nationale numéro 20, et de Idiofa jusqu'à Ingudi, c'est la route nationale numéro 1. Donc nous revenons sur la route nationale numéro 1, et juste à côté, vous avez Bachamba,
Bachamba que nous relions à Gungu et à Kakobola. Et nous allons bientôt terminer. Il y a une équipe du ministère des Finances et de notre ministère qui travaille. Et donc, dès que nous avons les conclusions, nous lançons les travaux à partir de Kakobola jusqu'à Kaemba et de Kaemba jusqu'à la frontière de l'Angola. Nous allons au Congo central. Nous avons la route nationale numéro 12. Vous êtes C'est des routes en non point finir, monsieur le ministre, on vous comprend. C'est-à-dire, je vous en prie, donnez la parole. Je vous en prie. Je vais expliquer. Ce qui est en train d'être fait dans ce pays maintenant, là, et je me demande si les gens ont la mesure de la situation. Monsieur le si ministre. mon collègue continue, il va vous parler de Isiro à Bouta, il va vous parler de Awa Isiro, il va Bouta, vous parler Nyanya. de Nyanya, on peut passer toute Nous sommes d'accord avec vous. Nous sommes d'accord avec vous. Ce qui s'est fait de bien doit être annoncé. Alors, monsieur le ministre, une question à vous deux, hein, c'est la même question. même si j'avais une question. Vous allez continuer, Élisée. On y va. Notre économie, l'économie du Congo a été bâtie sur une dimension d'extraversion, vous le savez. Les infrastructures dans le pays ont obéi pendant de longues années à cette logique d'extraversion. Quand vous entrez dans les domaines des infrastructures, est-ce qu'il y a des points de bascule? Est-ce que vous changez la nature profonde de l'économie? Parce qu'on peut réhabiliter les routes, on peut les asphalter, mais pour l'esclavage économique. Est-ce que vous avez réussi à changer dans le choix stratégique que vous mettez en place la nature de notre économie? Vous deux, vous allez vous partager la parole et Élisée va revenir tout à l'heure à une autre question. Je vous en prie, monsieur. Alors, mon collègue va compléter. En fait, si je l'ai dit au nom de ces gouvernements, c'est parce que je crois, et j'exprime ma profonde gratitude à notre collègue Patrick Mouyaya, et je le répète, ce qui est fait est extraordinaire. Et moi, je suis choqué que nous le faisons pendant la période d'une guerre injuste que nous subissons. Et je me dis, parce que la guerre aujourd'hui, elle nous prend 3% de notre PIB. Si on prenait encore au-delà de ce que nous faisons, 3% de notre PIB, nous mettons dans les investissements, je me demande ce que ce pays pourra être dans 10 ans. Un autre pays. D'où la raison pour laquelle nous devons tous militer pour la paix, pour que nos frères qui sont à Goma, à Bukavu, puissent vivre dans la paix et que nous puissions construire tout notre pays. Pour répondre à votre question, il y a eu un changement de paradigme dans ce que nous faisons au niveau du gouvernement. Les routes que mon collègue est en train d'énumérer, ce ne sont pas les routes qui vont soutenir votre approche. La RN1, nous partons des Banana à Kasumbalesa. Ça voudrait dire quoi? L'océan Atlantique à l'Afrique australe. Et donc, nous faisons un travail de rendre les commerces développés en créant des externalités positives. Lorsque nous prenons la route RN7, pourquoi nous voulons bâtir la RN7? Nous voulons bâtir la RN7, nous l'appelons au gouvernement la route de Patrice Emery Lumumba, parce que nous nous disons avec mon collègue que si cette route était asphaltée, peut-être que notre héros national pourrait être en vie à ce jour, et que notre démocratie qui a été assassinée en 1960 pourrait vivre et consolider. Il aurait pu arriver à Kisangani très vite. Parce que bien Patrice Emery Lumumba Kisangani, vous ne mettez pas la main sur lui. Donc, c'est au nom de ces principes que nous avons dit, nous lui devons cette route-là. Pas pour 2 ans, nous prendrons tous les temps nécessaires pour que l'histoire note que Félix Antoine Tshisekedi a osé de remettre en chantier le pays. Et donc, pourquoi nous prenons la RN7? Nous prenons la RN7 parce qu'elle vient croiser la RN1 au niveau des Kananga et relier Kisangani. Quand vous êtes à Kisangani, nous prenons la RN4. Pourquoi nous prenons la RN4? Parce que la RN4 vient prolonger. Ça veut dire avec la RN4, nous sommes à Beni en Ouganda. Ça voudrait dire quoi? Les 2 routes que nous venons, les 3 que nous venons de citer, remplissent les critères que vous avez évoqués. Et donc, quelqu'un peut quitter chez lui à Cape Town par voiture, se retrouver à Kampala. Donc, il passe toute l'Afrique australe, il arrive à la frontière de Kasumbalesa, il entre, il longe, il va dans les Katanga, il arrive dans les Grands Kasaï, il traverse Mbujimaï, il va vers Kananga, il arrive à Kananga, il prend la RN7, il monte jusqu'à Kisangani, il arrive à Kisangani, il prend la RN4, il arrive jusqu'à Beni, jusqu'à la frontière.
et il est en Ouganda. Et donc, ce n'est pas la seule route. Aujourd'hui encore, nous allons lancer bientôt la RN6. Mon collègue va descendre. Elle va partir d'abord de Bouta, Lissala, Gemena, pour remonter jusqu'au sommet. Et là, je vous ai dit que nous sommes en train de faire Kisangani, comme il vous a dit. Il fait Kisangani, Bouta. Nous avons déjà réhabilité Bouta, Siro. Et cette route-là va aller jusqu'au-dessus pour aller vers Aba, jusqu'à la frontière de la République centrafricaine. Et donc, ce gouvernement a changé les paradigmes dans sa quête de diversification de l'économie. Et je termine par dire ceci. Ce qui est plus extraordinaire que nous faisons. J'ai réussi une requête de mon collègue il y a, je crois, 1 mois. Et on n'a pas parlé de l'Obito jusque-là. Parce que là, on voit, c'est une autre paire de manches encore. Mon collègue a écrit un courrier pour dire, et c'est une recommandation de nos experts, Finance et ITPR, partout où la route va passer, nous devons utiliser les potentiels des externalités positives de la route. Donc, nous allons mener bientôt des études de faisabilité tout au long de tous ces couloirs pour construire et développer l'agriculture et l'agro-industrie. Monsieur le ministre, c'est la même question. Oui. Où est-ce qu'il y a des lieux de rupture, les nouvelles connexions qui n'étaient pas là avant? L'approche a été déterminée, présentée par mon collègue, c'est que nous avons requalifié la stratégie. C'est que nous ne pouvons pas seulement compter sur les corridors extérieurs qui ont souvent eu comme impact d'externaliser notre économie. Nous devons développer nos propres corridors internes avant de les connecter vers les corridors internationaux. Nous avons un marché intérieur important. Nous sommes un pays de plus de 100 millions d'habitants. C'est-à-dire, les économistes nous disent qu'avec 100 millions d'habitants, c'est impossible qu'on soit sous-développé. Et ça, c'est vrai. Vous avez les réseaux routiers, je vous ai parlé des 135 800 km. Pour un pays de 2 345 000 km, c'est énormément insuffisant. D'où la nécessité de penser, de réfléchir sur un réseau routier proprement congolais. Parce que le réseau routier dont je suis en train de vous parler ici était conçu par les colonisateurs. Maintenant, la croissance, les exigences géopolitiques et géostratégiques nous imposent d'avoir un réseau routier à la dimension de notre pays. Vous avez un pays comme la France, c'est 4 fois moins que le Congo. Moins que le Congo. C'est plus ou moins 600 000 km². Et c'est le plus grand pays d'Europe. Mais la France a un réseau routier d'1 118 600 km. Et donc, vous comprenez que partout, il y a la route. Et donc, nous sommes dans cette voie-là. Et c'est une réflexion profonde. C'est pour ça que nous disons que le président de la République est en train de restructurer, non, pas de restructurer, mais de structurer le secteur. Donc, ces réflexions vont aboutir à dire pourquoi, par exemple, on doit spécialiser certains territoires dans telle culture et pourquoi on doit amener la route et cette route, on l'amène vers où? Nous n'avons pas que les routes. Nous avons aussi les voies naturelles. Nous avons nous avons le fleuve, nous avons les lacs. Tenez bien, nous avons 28 000 kilomètres de voies navigables. Mais c'est extraordinaire. Plus les routes que nous pouvons construire, on ne peut pas être dans l'état dans lequel nous étions. Parce que le pays est en train d'avancer, il faut le reconnaître. Donc aujourd'hui, la stratégie, elle est globale, elle est multimodale. Vous êtes par exemple dans une ville comme Bunia. Ceux qui sont allés à Bunia il y a 3 ans et ils arrivent aujourd'hui, ils ne peuvent pas reconnaître Bunia. Si vous allez à Mbujimaï, c'est la même chose. Donc les villes sont en train de se transformer grâce au travail du gouvernement conduit. Élisée Odia, une question, ministre. Une question, voire deux. Est-ce qu'il n'y a pas... certains redoutent une disparité justement dans la manière dont sont construites les routes. Vous parlez de Bunia, de Kasaï oriental, mais de l'autre côté, on risque de vous dire, par exemple, dans le Bandundu, est-ce que c'est fait également assez? Est-ce qu'il y a une certaine disparité dans les différents projets routiers que vous êtes en train de mener, où tout le monde est logé dans le même enseigne? Et j'enchaîne peut-être avec une autre question. Quand on parle de projets routiers ici, on pense tout de suite à la route Kalamba-Mbouji. Moi, je pensais que vous alliez commencer par là, un peu comme avec Chute Katende, on en reparlera avec le ministre des Finances. Où est-ce qu'on en est? Quand est-ce qu'on va
siffler la fin de travaux de cette route? Très bien, parce que vous vouliez que je commence par là, mais j'ai pensé finir par là. Les 230 km de la route Kananga-Kalambambouji seront complètement terminés l'année prochaine. Donc, les travaux avancent et encore une fois, grâce à l'implication personnelle de mon collègue des Finances, nous avons pu régler la question de plusieurs conteneurs qui étaient bloqués suite à des procédures administratives. Aujourd'hui, la question est réglée et donc là, les travaux avancent et donc il faut comprendre que dans les travaux publics, il y a des délais. Il y a des délais contraignants qui sont conditionnés par la qualité des travaux. Et donc, pour la disparité, vous avez parlé du Bandundu. Je ne sais pas si c'est dans le cadre du Grand Bandundu. Je vous dis que nous avons des très importants travaux en cours. Je vous ai parlé de la route nationale numéro 20 entre Ingudi et Idiofa. Cette route n'a jamais été prise en charge avant ce gouvernement. Nous avons parlé de la route Bachamba, Gungu, Kakobola. Et ces travaux sont en cours. Vous avez les travaux en cours entre Petit Kasaï, Bulungu, jusqu'à l'hôpital Vanga. Donc, ce sont des travaux en cours. Aujourd'hui, vous pouvez faire quelques minutes juste, entre la RN1 jusqu'à Gungu, par exemple. Et donc, c'est quelque chose qui fait en sorte que même la production locale, même les petits paysans puissent se déplacer sans problème. Donc, le Bandundu, le Grand Bandundu, nous sommes en train de lancer les travaux sur la route nationale numéro 17, donc de Mongata à Bandunduville jusqu'à Bagata. Nous allons lancer ça très, très bientôt. Et nous allons lancer les travaux de praticabilité avant que le ministère des Finances puisse accorder son avis de soutenabilité pour que nous puissions passer en PPP sur la route nationale numéro 16 qui relie le Congo central au Bandundu, donc au Grand Bandundu, et qui sort par Inkisi. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout est pris de manière équilibrée. Vous allez dans le Grand Équateur, parce que vous voulez qu'on parle de... Ben oui, tout le monde veut se retrouver. Exactement. Nous allons lancer les travaux de la route nationale numéro 8, de Mbandaka jusqu'à Boende. Donc, nous attendons juste la disponibilité de la Première ministre. Et là, nous sommes encore dans le cadre de la voirie. Pour la première fois, à Lissala, nous aurons des routes macadamisées. Pour la première fois de l'histoire, nous aurons à Bumba des routes macadamisées dans la voirie moderne. Et pour la première fois, vous verrez aussi dans le Sankourou, les villes qui seront macadamisées. Et aussi dans les Olomami. Et aussi à Kindu, il y a 50 km que le collègue est en train de financer à Kindu. Parce que lorsque nous sommes allés à Kindu, c'était une requête. Et vous savez, il y a des gens qui parlaient de la modernisation de la ville de Kindu, etc. Ce n'est que 18 à 22 km. Mais nous allons faire 50 km. Donc, il n'y a pas de comparaison dans ce sens-là. Vous êtes encore à Bongandanga, dans la province de la Mongala. Personne n'a jamais pensé, et c'est ce que nous allons faire, relier Bongandanga à Lissala avec un pont ultra moderne, pas un bac, un pont ultra moderne, c'est ce que nous allons faire. Et donc, vous êtes dans n'importe quelle province, vous allez trouver que le gouvernement... Nous ne pouvons que nous en réjouir, Monsieur le ministre, de ces efforts qui sont constants. Mais en même temps, nous sommes en train d'aller progressivement vers la fin de cet entretien, mais il nous faut donc aller vers les conclusions. C'est vrai que vous travaillez et on ne peut que vous féliciter parce que le travail parle de lui-même, mais en même temps, d'un côté, nous avons les œuvres inachevées, les routes mal construites, les chantiers abandonnés. Vous pouvez circuler, vous allez voir qu'il y a des choses qui ont commencé à être réhabilitées, mais qui ont été arrêtées. D'autre côté, Monsieur le ministre des Finances, vous avez toute cette litanie
des procédures pour acquérir les moyens, les détournements. Aujourd'hui, vous avez des fonctionnaires, on ne peut pas jurer que tous les fonctionnaires sont honnêtes. Il y a des réseaux mafieux avec les infrastructures parce que quand vous lisez les documents de la Banque mondiale et du FMI, le niveau le plus élevé de corruptibilité dans le pays, c'est dans les infrastructures. Donc, c'est la relation ministère des Finances et ITPR. C'est là où les mafieux s'installent. Alors, la question est celle-ci. Monsieur le ministre des Finances, comment vous faites pour pouvoir garantir la probité de toutes les actions qui sont menées? Comment vous combattez la corruption au sein de votre ministère pour que l'argent ne disparaisse pas avant d'arriver aux infrastructures? Et monsieur le ministre, quand vous avez reçu cet argent, comment vous garantissez que l'ouvrage qui va être livré, ce sera un ouvrage de qualité et qu'on ne va pas nous donner des œuvres, comme le président le disait, qui d'une nuit et le lendemain, c'est déjà trop tard. Voilà, je vous en prie. Alors, Willy, Kalengai, c'est votre question qui me peine. C'est pourquoi nous circulons le monde pour changer les narratifs. Et moi, je suis gêné que cette question vienne de vous. Ce Congo que vous voyez, celui de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est pas un pays comme celui d'hier. Et moi, chaque fois que j'entends les Congolais les vendre comme vous le vendez, je suis peiné. Et je conteste à tout celui qui aborde les questions dans cet angle-là. Qu'il n'y a pas de corruption dans le pays. Dans aucun pays, s'il vous plaît, dans aucun pays au monde, nous pouvons affirmer qu'il n'y a jamais eu un problème de corruption. Dans aucun pays. Mais est-ce que vous avez suivi un journaliste chinois vendre son pays comme vous venez de le peindre? Ça, nous, notre génération, nous ne voulons plus. Nous voulons un Congo autre, celui qui est vendu à sa juste valeur. C'est pour ça que nous disons, avec nos défis, nous prenons toutes les problématiques de gouvernance comme des défis que nous adressons avec des réformes que nous implémentons. Nous avons ici, dans ce gouvernement, je vous rappelle que notre pays était inscrit sur la liste, et encore inscrit sur la liste grise du GAFI. Mais je vous informe encore que sur les 23 actions qui ont été recommandées à la République démocratique du Congo, notre gouvernement a trouvé 5 actions réalisées par l'ancien gouvernement. Nous avons soldé en réalisant 18 actions. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, sur les 23 actions exigées, notre gouvernement a réalisé toutes ces actions. Et nous attendons prochainement une visite pour une éventuelle sortie de la RDC sur la liste grise du GAFI. Et donc, c'est un signal fort que les Congos changent. Les vendre comme vous les vendez, moi je ne suis pas d'accord, et notre génération, nous disons non. Notre Congo, à votre honneur, notre pays mérite mieux que ce dessin qui est injuste, qui lui est fait. Je vous prends pour défi. Lorsque nous allions sur les marchés financiers internationaux, peut-être qu'on en parlera. Mais personne dans toutes ces organisations partenaires ne prédisait que la RDC aura un eurobond à moins de 10%. Je dis personne. Tous ces experts que vous citez nous disaient « they're going to end up with the double digit ». Donc ils vont finir à 13%. Ils vont finir à 12%. Mais voilà, nous sortons avec une moyenne de 9%. Notre voisin, l'Angola, qui est un habitué du marché, a déjà émis, pendant que 2 semaines avant notre émission, il avait émis des eurobonds de 2,5 milliards. Parce que l'Angola est coté chez S&P à B-, comme nous-mêmes. Ils ont émis à quel taux? Sur les 11 ans et sur les 7 ans. Ils ont émis à un taux plus cher que la RDC. Mais personne n'en parle. Pourquoi vous n'en parlez pas? Croyez-vous qu'on peut prêter à ce pays autant de ressources? Et je vous informe que sur les 1,2 milliard sollicités, nous avons eu des offres de 5 milliards de dollars américains. Qui ont fait ces offres? On ne parle pas de petites banques ou de petites boutiques. Les premiers, les tops des tops, les 10 numéros 1 du monde, ils ont réalisé une due diligence en République démocratique du Congo. Un prospectus de 280 pages a été réalisé par le gouvernement. Des enquêtes par les cabinets Skaden ont été réalisées. Et ils ont posé toutes les questions. Mais devinez quoi? Dans les questions qui ont été posées, c'est parmi ces questions, des questions du genre que vous êtes en train de soulever. Et lorsqu'ils ont vu les données, ils se sont rendus compte que des dénonciations des médias qui n'aboutissent pas ternissent l'image de ces pays. Et nous n'en voulons plus. Ces pays
a tellement souffert. Et ce peuple a besoin des routes, d'énergie, d'électricité, de l'agriculture et de son autosuffisance alimentaire. Pour attirer ces capitaux, nous devons vendre ces pays à la hauteur de ce que nous réalisons. Et nous ne voulons plus qu'on vende ces pays comme un pays où la corruption est gangrénée. Nous, pour répondre à votre question, je vais vous dire par exemple ce que ce gouvernement fait. Mon collègue vous a dit que nous sommes en train de restructurer la route RN4. Mais savez-vous pourquoi nous la restructurons? Parce qu'avec lui, nous exigeons que les routes soient précédées des études de faisabilité. Parce que les gens posent des questions. Mais pourquoi vous avez pris la ressource des eurobonds? Vous n'avez pas tout dépensé. Ah bon? Si on dépense tout, maintenant, donc on a des risques. Il faut respecter les procédures. Mais nous allons aussi faire tout pour simplifier les procédures. Mais si nous disons l'objectif est de consommer les ressources, attention, les peuples qui vont les rembourser risquent de ne pas avoir son aéroport international d'Njili. Les peuples nous attendent au tournant. Ils veulent qu'en 2028, en décembre, les chefs de l'État leur livrent leur aéroport. À Lubumbashi, ils ont Luano. Le 30 juin de l'année prochaine, ils attendent que le président de la République aille inaugurer Luano. À Kananga ou au Kasaï central, ils ont Katende. Ils attendent qu'au 1er janvier, au plus tard 2028, on délivre avec Katende. Alors, nous, ce que nous faisons au gouvernement, c'est respecter les procédures en termes des études de faisabilité. Et je remercie mon collègue Pasco, il ne veut pas commencer des projets sans études de faisabilité. Et nous recrutons des cabinets qui sont même reconnus à l'international. Lorsque nous voulons payer, nous ne payons pas à mon collègue. Nous payons aux prestataires. Directement. Et regardez ce que nous faisons aujourd'hui. Vous voyez que c'est une mesure déjà, vous combattez déjà la corruption Non, existante. nous ne combattons pas la corruption. Nous améliorons la gouvernance. Nous ne voulons plus parler de ça. Je suis d'accord, c'est une très bonne formule. En fin de compte, vous améliorez la gouvernance. Nous améliorons la gouvernance. Très bien. Nous ne voulons pas parler de la corruption parce qu'il y a des pays. Écoutez, la deuxième économie du monde, qui est la Chine aujourd'hui. Les Chinois, quand ils vendent les modèles chinois, pourquoi ils ne parlent pas de la corruption? Ils parlent du progrès qu'ils réalisent, de la production, de l'énergie chinoise. Voilà ce que nous voulons que vous, médias, vous puissiez dire au monde, que ces pays améliorent 10 jours en jour ces procédures de gouvernance. Nous avons nos défis, nous ne les nions pas, mais ces défis nous permettent d'améliorer la gouvernance. Ce n'est pas pour rien que nous avons des programmes avec les partenaires multilatéraux et que depuis l'arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République, nous avons validé un premier programme, nous avons des programmes aujourd'hui, nous avons déjà validé les 3 premières révies du programme FEC, nous allons valider la 4e. Vous croyez que tous ces partenaires, s'il y avait les problèmes du genre que nous ne voulons pas aborder, ils allaient continuer à être avec nous? Ils constatent l'amélioration. Et si vous lisez, je termine par là, S&P, dans son rapport de janvier, qui a poussé à ce que l'on puisse améliorer la perspective de la RDC, des B- stables, B- avec perspective positive. Et peut-être les médias ne comprennent pas. Et c'est la question qui est restée quand je parlais de l'eurobond. Absolument. Aujourd'hui, sur les prochaines 10 années, le monde a anticipé que la RDC ira mieux. C'est ça, en termes simples. Le monde a déjà anticipé que dans 10 ans, le Congo ira mieux qu'aujourd'hui. Et donc, les Congolais auront du travail, il y aura des routes, il y aura de l'énergie et la diversification de l'économie. Les problèmes de gouvernance, nous les améliorons chaque fois par des réformes que nous avons et nous pensons que le Congo est dans la bonne direction. Monsieur le ministre, sur la qualité des infrastructures, parce que nous avons aussi une demande du public qui va réagir. Donc, comment vous faites pour garantir la qualité des infrastructures et des ouvrages? Il faut revenir sur les fondamentaux. L'élément le plus important dans les secteurs, c'est la norme. Et nous n'avons pas de normes depuis l'indépendance. Donc ceux qui construisent jusqu'alors construisent selon des normes autres que les normes congolaises qui ne sont pas encore là. C'est pour ça que le gouvernement a lancé ce processus d'élaboration des normes. Évidemment, ça va nous prendre 18 mois, ça va nous prendre 18 à 20 mois, mais on doit passer par là. Ce sont les normes qui consacrent toute la procédure, toute la question de la qualité et de la durabilité de nos travaux.
quand je vous parle de normes, c'est une affaire de plus de 5000 livres. Non, oui. Donc, c'est énorme. Donc, ce sont les normes qui déterminent la composition, les spécificités techniques, etc. Et donc, les normes produisent, c'est les normes qui constituent le fondement sur lesquels s'appuient les études. Les études qui produisent les travaux qui sont à réaliser. Aujourd'hui, nos jeunes qui sont formés ici, ils sont formés selon des normes qui sont autres que les normes. Donc, c'est un élément essentiel. C'est même l'élément essentiel qui conditionne tout. Même les marchés, ce sont les normes qui conditionnent tout. Nous avons un climat particulier, nous avons un sol particulier. Pourquoi on doit prendre tel type de béton ou tel autre type de béton? Le collègue a parlé aujourd'hui, il a évoqué la route nationale numéro 6 qui quitte de Zongo jusqu'à Gemena, Akula, Lissala, Bumba et Bunduki. Mais après des études, on s'est rendu compte que une route durable sur ces tronçons-là ne peut être qu'en béton, en béton spécifique. Et ce béton a été étudié en fonction de la qualité du sol et du climat. Et on a abouti à faire une proposition d'un béton qu'on appelle béton précontraint et spécialisé pour que la praticabilité et la durabilité soient assurées. Et donc ça, c'est quelque chose de très, très important. Et vous avez parlé d'autres défis. Le premier défi pour nous, c'était non seulement de donner au pays les normes qui vont assurer le contrôle. Et le contrôle, nous avons le bureau technique de contrôle, le BTC, qui doit être restructuré, et nous avons même un projet de loi sur le bureau technique de contrôle pour que les spécifications techniques soient assurées. L'exemple que je vous ai donné ici, vous avez les bétons compactés routiers qui, lui, est adapté dans cette région du Grand Équateur, mais vous ne l'amenez pas à Lubumbashi, par exemple. Et donc, tout ça, c'est un élément, c'est un ensemble d'éléments qui conditionnent la qualité de route. Alors, le secteur est en train d'être restructuré, c'est vrai, mais on ne peut pas continuer à rester avec ceux qui ne sont pas qualifiés dans les secteurs. C'est un secteur où la tolérance est zéro, parce qu'elle exige un maximum de respect de toutes ces normes techniques. Monsieur le ministre, tout à l'heure, en arrivant, vous étiez accompagné par les applaudissements de l'assistance, composée essentiellement des jeunes étudiants, mais également des acteurs de la société civile. Alors, on va leur accorder la parole pour 4 questions par rangée. Alors, une minute par question. On prend madame, vous vous présentez, vous posez votre question. Étudiante à l'UNICIC. Concrètement, qu'est-ce que les états généraux ont déjà changé dans la vie de la population alors que les principaux besoins de la population est connu? Deuxième question, on va prendre les 3 questions et puis on va répondre. Deuxième question. Grady Moudiandambou, jeune diplômé de l'Université protestante au Congo en finance, banque et assurance. Ma question s'adresse au ministre de Finances. Aujourd'hui, la RDC émet un eurobond. Permettez-moi de faire un retour en arrière. L'initiative de pays pauvres extrêmement endettés nous a permis d'effacer près de 12 milliards de dettes. Aujourd'hui, la RDC émet un autre un eurobond. Quelles sont les perspectives pour que ces projets ou cette émission d'eurobond soit un projet qui aurait des débouchés intéressants pour nous, Congolais? Merci. Le troisième et le dernier pour le ministre des Finances. Et puis nous prendrons encore les autres 3. Il reste 2 de l'autre côté, oui. Oui. On peut prendre 2. 2, il reste 2. Ok, d'accord, 2. Merci beaucoup. Je suis Biyamouye Boutumbi Merveille, étudiante à NEM1, LMD 3 à l'Université de Kinshasa. Ma question est celle de savoir quelle est la place des politiques salariales
concernant le militaire, le fonctionnaire ainsi que le médecin. Merci beaucoup pour la parole. Je suis Joseph Moutetei, étudiant à l'INISIC en 3e licence. Ma question s'adresse au ministre des Finances de Lufamba. Le gouvernement a lancé plusieurs projets d'infrastructures stratégiques à travers le pays. Comment vos deux ministères coordonnent-ils leurs actions pour garantir un financement durable, une exécution efficace et une transparence dans la gestion des investissements publics? Merci. Je crois que la première question était adressée plutôt au ministre des Infrastructures par rapport à l'organisation des États généraux, je pense, madame. Je crois que c'était à vous, monsieur John Baza. Donc, elle faisait allusion à la première conférence nationale sur les infrastructures. Sur les je crois. Ah bon. Bien, ça, c'est aussi à l'actif du président de la République. C'est pour la première fois de l'histoire du pays, après 66 ans d'indépendance, que les Congolais se soient réunis pour penser pendant plusieurs jours sur le secteur des infrastructures. Et de là, nous avons retenu plusieurs engagements et nous avons une feuille de route que nous sommes en train de dérouler petit à petit. Notamment, un élément qui est très important pour nous aussi, c'est le contenu local. Le contenu local, nous pensons que le développement de ce pays ne peut être assuré que par nos propres compatriotes. Et donc, les compatriotes qui sont dans les secteurs, il est de notre obligation de les accompagner, de les renforcer, comme l'ont fait certains pays africains. Ils ont appris avec d'autres étrangers, chez d'autres étrangers, et finalement, il y a eu une sorte de transfert de technologies et des compétences aux nationaux qui continuent à construire le pays. Vous pouvez voir l'exemple de l'Éthiopie, vous avez l'exemple de la Côte d'Ivoire, et nous faisons exactement la même chose. Donc nous pouvons arriver jusqu'à faire ce qu'on appelle la co-traitance, donc le groupement momentané des entreprises, pour les mettre ensemble, pour qu'on renforce leurs capacités et qu'ils répondent aux exigences des défis de construction de notre pays. D'accord. Vous êtes d'accord pour dire que c'est peut-être une conférence de plus, encore peut-être pas dans ce secteur. C'est unique. C'est peut-être la première fois, mais il y en a tellement eu dans ce pays que... Il y en a eu des centaines, mais c'est toujours des conférences politiques. Hein, et il y en a même qu'on demande chaque jour ici. Tout ça, mais ça, c'est cette fois-là, le président, autour des Congolais. Nous avons eu des gens qui sont venus de partout et nous avons des savants. Nous avons découvert que nous avons des savants, nos compatriotes qui font des tunnels au Canada. Et ils sont venus, ils sont en train de pouvoir former nos propres compatriotes pour que nous puissions faire ce qu'on appelle le remembrement urbain pour des grandes villes comme Kinshasa ou Lubumbashi ou Kisangani. Donc, il y aura une redirection urbaine pour que les villes répondent aux standards modernes des villes actuelles. Vous avez eu l'essentiel des questions par rapport à Eurobond. Monsieur le ministre. Eurobond, politique salariale. Alors, avant de répondre à cette question, j'ai une pensée pour le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba qui, lorsqu'il élaborait notre projet des sociétés, l'avait intitulé « Les peuples d'abord », après le premier qui a été élaboré en 1982, qui était intitulé « La société nouvelle ». Les peuples d'abord, nous, au ministère des Finances, nous l'avons décliné sous les instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en des slogans « Mbongo ya bana mboka pona kotonga ekolo ». Et en Swahili, nous disons « Pesa ya wananchi kwa ajili ya wananchi ». Mbongo ya ba peuple pona kotonga ekolo na bango. Je pars de ce concept pour dire nous étions en train de rêver, selon ce que nous disait par le docteur Etienne Tshisekedi, que lorsque nous arriverons au pouvoir, il faut que les enfants étudient gratuitement dans ce pays. Moi, j'ai eu des difficultés
à l'école primaire, compte tenu des situations sociales. Et c'est ce qui a motivé mon adhésion à ces partis où je suis aujourd'hui. Parce que les disparités existaient. Et il y avait des jeunes enfants qui avaient envie d'aller à l'école comme moi, mais qui n'ont pas eu la chance parce que les parents n'avaient pas de revenus pour les scolariser. Et nous rendons hommage à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi parce que, un homme social qu'il est, parmi ses premières actions, c'est de militer pour la gratuité de l'enseignement primaire, qui a permis aujourd'hui que plus de 5 millions de nos jeunes enfants, dont 3 millions de jeunes filles, échappent au mariage précoce parce qu'ils ont la chance d'aller à l'école. Ça, je crois qu'il a payé sa dette envers le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba et toute notre génération qui ont connu des moments difficiles. Mais pour consolider cette réforme, il faut améliorer les niveaux des rémunérations des enseignants. Oui, dans ce pays, moi je suis fonctionnaire depuis. Quand je dis je suis fonctionnaire, les gens disent vous êtes au gouvernement. Je suis fonctionnaire en détachement politique. Je suis fonctionnaire. Et je suis fier de l'être parce que ça fait la différence quand on est fonctionnaire. Fonctionnaire, je peux vous dire qu'avant que le président de la République arrive aux commandes de la nation, les enseignants avaient autour de moins de $60. Et il y avait plus de 180 000 enseignants non payés et on avait à peine moins de 300 000 enseignants. Aujourd'hui, on en compte plus de 600 000. Et pour arriver à cela, il faut mobiliser les ressources pour financer ces priorités. Et donc, je vous ai dit que lorsque nous sommes arrivés en juin 2024, nous avons trouvé des crises où les gens avaient connu la dépréciation de la monnaie et ils revendiquaient. Pour la première fois de l'histoire, pendant la guerre, je peux informer ici que nous avons doublé les rémunérations de nos policiers et de nos militaires. Ça ne s'est jamais réalisé ici. Je suis fonctionnaire. Chaque fois qu'on veut améliorer les rémunérations et la solde des militaires, on ajoute 20 000 francs, on ajoute 30 000 francs, on ajoute 40 000 francs. Nous avons osé, nous avons doublé les rémunérations que nous avons trouvées. Aujourd'hui, celui qui avait 1 million a 2 millions. Celui qui avait 300 000 a 600 000. Pour répondre à la question sur la politique, et je vais maintenant parler de ce que nous sommes en train de structurer aujourd'hui. Quand vous prenez les enseignants, lorsque nous arrivons, les enseignants ont perdu le pouvoir d'achat. Et ils étaient en train de revendiquer. Nous avons ajouté en déphase 50 000, 50 000. Peut-être que ça ne dit absolument rien, mais ça fait aujourd'hui $40. Ce n'est pas rien, $40 si vous ajoutez aux gens et aux patriotes qui servent la nation. Ils sont à 600 000. Quand vous prenez les magistrats, nous avons valorisé les rémunérations. Lorsque vous prenez les fonctionnaires du régime général, tous les fonctionnaires du régime général ont connu les augmentations des salaires pendant cette guerre. Y compris les médecins, tous les fonctionnaires du régime général ont connu des revalorisations pendant ces gouvernements ici. Et donc, ça c'est un gouvernement du peuple d'abord. Comme le disait le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba, Thérèse Mémoire. Et nous veillons à ce que nous nous sacrifions pour que nos populations puissent avoir le nécessaire. Je vais vous dire, peut-être que ça ne change rien, mais dans la symbolique, savez-vous que depuis que nous sommes entrés au gouvernement, et je le répète toujours, jusqu'aujourd'hui, ça fait 2 ans, nos collègues n'ont jamais connu l'acquisition de nouveaux véhicules. Ce n'est pas que ça va changer grand-chose, mais c'est une discipline que nous nous étions imposée pour dire nous devons résister pendant 2 ans en utilisant les anciens pour que nous puissions nous focaliser vers l'essentiel. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'élaborer une politique salariale pour faire en sorte que nous ne puissions pas niveler vers les bas ceux qui ont des primes, mais nous puissions faire en sorte que ceux qui n'ont pas de primes puissent les avoir. Et cela dépend de la mobilisation des ressources, de la croissance de notre économie. Avec les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique, nous sommes en train de finaliser cette politique salariale pour améliorer les conditions de vie de nos fonctionnaires. Je vous informe encore que nous avons amélioré les régimes de sécurité sociale
des fonctionnaires agents publics. Avant, quand les professeurs avaient des problèmes de maladie, des problèmes de santé, nos parents, mais les gens se cotisaient à la cité. Aujourd'hui, aucun professeur n'attend la cotisation. Parce que tous nous devons partir un jour rejoindre l'Éternel Dieu des armées. Mais lorsque les seigneurs décidaient de rappeler certains de nos parents professeurs, les corps restaient dans des morgues pendant 2 mois pour attendre des cotisations de famille. Ça n'existe plus sous le régime de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, il y a un système d'assurance qui est donné aux professeurs d'université, qui est donné aux magistrats. C'est la différence. Et moi, je demande à ce que les médias rendent justice à cet homme qui dirige ce pays. Beaucoup l'ont sous-estimé quand il a pris les commandes de ces régimes. La révolution sociale et les progrès qu'il est en train de réaliser démontrent qu'un Congo comme celui-ci, au bout de 15 ans, c'était notre pays. Nous allons prendre les 2 dernières questions dans les publics, c'est possible? C'est bon. Okay. Merci beaucoup. Ma question s'adresse aux 2 ministres. Oui. Les Congolais attendent des infrastructures qui améliorent concrètement leur quotidien. Quelles sont les priorités communes de vos ministères pour accélérer la réalisation des routes, ponts, ouvrages publics et autres projets structurants, tout en assurant une bonne utilisation des ressources de l'État? Merci beaucoup. Le dernier, comme ça. Merci beaucoup. Je suis M. Eric Konyumbe Konga, jeune diplômé en droit de l'Université de Kinshasa et ancien vice-chancelier du Café juridique et ancien président des étudiants de cette faculté. Un Congolais typique. Ma question s'adresse au ministre des Infrastructures qui a commencé son discours en disant ceci. Le pays est en chantier, toutes les provinces sont en chantier. Ce qui revient à dire que nous sommes en train de courir dans une dimension de retard. Et ma question, elle est la suivante. Monsieur le ministre, le pays a des défis majeurs en termes de déficits à combler dans votre domaine, c'est-à-dire en matière des infrastructures diverses. Quelle stratégie avez-vous mise en place pour mobiliser les financements nécessaires en vue de rattraper ces retards, tout en maintenant le fonctionnement régulier de l'État dans ces contextes sécuritaires difficiles? Merci. Merci. Monsieur le ministre des Finances va épuiser la question s'il est rebonde. Pendant ce moment-là, monsieur le ministre des TPR prépare les deux réponses. Si j'acceptais de venir, c'était pour rendre compte. L'initiative PPT qui a été clôturée dans les années 2010 avec les négociations de l'hôtel Venise. Oui. Fonctionnaire, j'ai participé à cette belle période de notre histoire, en rendant hommage à tous ceux qui ont à cette époque participé, dont le VPM Mouzito, qui était aux commandes qui était Premier ministre dans cette période. Cela a permis à ce que nous puissions avoir une dette bien encadrée. Et pour répondre de manière pédagogique, je disais que dans l'analyse de la viabilité de la dette publique congolaise, nous sommes un pays moins endetté. Nous avons, après l'émission de l'Eurobond, chers compatriotes, un ratio, comme je le disais en introduction, dette sur le PIB de 20,4%. Je vous ai rappelé que la moyenne des pays membres de la SADC, c'est 60%. Nos frères du Sénégal sont au-delà de 100% de leur PIB. Et nos voisins qui sont de l'autre côté du majestueux fleuve Congo sont au-delà de 70%. Nos partenaires angolais sont au-dessus de 55%. Vous comprenez que la RDC est à 20%. L'autre critère d'analyse de la viabilité, parce que je parle à un étudiant, c'est le risque de taux d'échange. Avec la stabilité du cadre macroéconomique qui est relative, ce risque est continu et il faut maintenir et préserver la stabilité du cadre macroéconomique. C'est important. Vous avez les risques de refinancement qui pourraient être analysés par plusieurs critères qui permettent de vous dire qu'aujourd'hui, les ratios entre les services de la dette
et les recettes propres de notre pays est inférieure à 10%. Nos partenaires et pays qui sont dans la région ont une moyenne qui part de 17 à 20% pour les mieux lotis. Certains que je ne vais pas citer tournent à 40% de leurs ressources internes. Et nous allons sur les marchés financiers internationaux pour 3 objectifs que j'ai rappelés ici. Les objectifs stratégiques, les objectifs économiques dont l'établissement de la courbe des taux de risque souverain de notre pays, mais également la diversification de l'économie. L'autre objectif qui est le dernier, qui est financier, mobiliser les ressources disponibles dans un temps record avec des meilleurs taux de portage. C'est que nous avons réussi à faire. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons l'analyse de notre dette publique, nous avons constaté que nous avons une marge. Et ce que votre gouvernement a fait, c'est quoi? Votre gouvernement a commencé par élaborer une stratégie de la dette à moyen terme. Nous n'avons pas fait cela de manière aveugle. Nous ne nous sommes pas réveillés un matin, nous avons décidé d'aller mettre les eurobonds. Non. Pendant 6 mois, nous avons, après avoir stabilisé les cadres macroéconomiques, nous avons élaboré une stratégie de dette à moyen terme 2026-2028. Dans cette stratégie, nous avons dit ceci. Notre portefeuille de la dette est constitué de 95% des prêts concessionnels. Nous voulons lisser les prêts concessionnels jusqu'à avoir 70% des prêts concessionnels contre 30% des prêts commerciaux. Comme ça, nous mobilisons rapidement des ressources. Nous finançons les priorités des Congolais. Les Congolais ont besoin des routes. Les Congolais ont besoin des centrales hydroélectriques. Les Congolais ont besoin des hôpitaux. Les Congolais ont besoin des universités. Et je vous dis que le président est en train de lancer 14 universités après avoir construit 5. Si vous allez à Bunia aujourd'hui, ceux qui s'élèvent à Bunia, c'est la folie. Ce ne sont même pas des universités, c'est des villes universitaires que nous sommes en train de mettre en place. Ça veut dire des villes universitaires avec la voirie, avec des hôpitaux, des cliniques universitaires, avec des centrales photovoltaïques. C'est ce qui se déploie à travers. Et il y a 14 sites qui sont mobilisés. Et donc, pour faire avancer tous ces projets et donner au peuple la solution, les peuples d'abord, parce que nous avons de la marge, nous avons élaboré une stratégie pour aller mobiliser. Cette année d'ailleurs, nous avons dans notre stratégie décidé de mobiliser autour de 2,9 milliards de prêts commerciaux, dont les eurobonds, lui, devraient mobiliser 1,5 milliard. Mais nous avons préféré mobiliser 1,250 milliard. Et toutes ces ressources ne suffisent même pas aux défis que nous avons dans ce pays. Nous avons un pays énorme. Donc, je peux rassurer les compatriotes que votre pays a une situation et un portefeuille de dettes très exemplaires. Il ne faut pas avoir la paire de chiffres quand on vous dit la dette est à 17 milliards. 17 milliards sur un PIB de plus de 123 milliards. Faites les ratios, chers compatriotes, c'est autour de 20%. Donc, soyez apaisés et davantage. Je vais terminer sur un concept que j'ai rappelé ici, des théories de relance keynésiennes. Les déficits publics, et c'est une question, nous l'entendons souvent. Elle est doctrinale. Des gens qui vous disent l'encours de la dette, l'encours des titres publics de la RDC a atteint 7 milliards. Savez-vous combien 7 milliards de francs congolais représentent sur les PIB de la RDC? C'est 2,9% du PIB. Savez-vous les ratios pour les pays de la CEMAC entre l'encours des titres publics dans la région de CEMAC? CEMAC, c'est-à-dire Congo-Brazza, c'est-à-dire Tchad, République centrafricaine, Cameroun, Guinée équatoriale, les Gabon. Tous pays réunis, lorsque vous prenez l'encours de leurs titres publics sur les PIB nominal de cette zone, c'est au-delà des 10%. Vous êtes à 2,9%. Et les partenaires multilatéraux du FMI vous disent élargissez encore votre mobilisation des ressources internes par l'adhésion, par la création du marché secondaire des titres publics. Donc nous avons encore une marge. Donc les 2,9% que nous avons, qui représentent ces ratios,
nous donne des marges pour encore nous endetter et financer les priorités. Pourquoi financer les priorités? Et je vais terminer par là. La centrale hydroélectrique de Katende, elle va desservir 20 millions de Congolais d'électricité. Je vous pose une question. Ces 20 millions de Congolais doivent-ils attendre encore 20 ans pour avoir l'électricité ou c'est maintenant qu'ils doivent avoir l'électricité? C'est maintenant ou jamais. Et qu'est-ce que l'électricité de Katende va apporter? C'est des externalités positives. Il y a du nickel, il y a du chrome dans la région du Kasaï central. Et le chrome et le nickel, pour l'exploiter, il faut avoir suffisamment de l'énergie. L'électricité va aller jusqu'au Kasaï. Mais tout au long de la route, parce que les contrats, nous avons même un contrat, 270 km de lignes électriques de distribution. Mais autour de ces trajets, mais c'est des entreprises, des PME qui vont naître à Kananga. Vous savez que l'ananas qui est à Kananga, c'est parmi les meilleurs ananas. Mais pourquoi ne pas transformer cet ananas et les distribuer? Pourquoi doit-on Parce qu'il n'y a pas de courant, monsieur Très le ministre. bien. Il n'y a pas de courant là-bas. C'est ce que je disais. Donc, c'est ça. L'aéroport international d'Indili, pour terminer, va recevoir aujourd'hui autour d'1 500 000 passagers. Les 49 000 mètres carrés que nous allons construire et livrer avant décembre 2028 vont permettre de recevoir 5 millions de passagers. Vous savez, quand ces 5 millions vont arriver, c'est qu'ils vont consommer dans notre pays. Ça va contribuer à la croissance. Ça va contribuer et ça va attirer davantage les investisseurs pour que les Congolais qui ont des problèmes de chômage puissent trouver de l'emploi. Et je vous informe encore, Willy, je suis désolé, il ne fallait pas nous inviter, parce que nous avons fait assez et on ne voulait pas parler. Vous nous avez provoqué, laissez-nous parler. Après l'émission de l'Eurobond, avant d'entrer sur les marchés de capitaux internationaux, l'État organisait les émissions des titres du Trésor à 10%. Au niveau interne. À 10%. Oui. Les jours qui a suivi la réussite de l'opération, nous sommes allés à 8% sur 24 mois et 36 mois. Les jours, donc un jour après. Ça voudrait dire quoi? Quand nous allons émettre encore des zéros bonds, le taux sera à 6% dans 2 ans. Et si les taux baissent, les banques vont être obligées d'améliorer leurs conditions pour que nos PME, nos jeunes universitaires... Puissent accéder au crédit. Magnifique. C'est ce que nous sommes en train de faire. Magnifique. Les peuples d'abord. Magnifique. Monsieur le ministre des Infrastructures, vous avez 2 questions posées dans le public et nous allons essayer, hélas, d'aller vers la fin de cet entretien. Alors, si j'ai bien compris, il a parlé de nos priorités dans le cadre du secteur. Oui. Les priorités, on va dire de manière très simple que tout est prioritaire. Notre pays n'est pas un pays à reconstruire, c'est un pays à construire parce que je vous ai démontré et la taille géographique et la taille de la population. Donc les infrastructures que nous avons ne sont plus pour la plupart adaptées. Vous avez une ville comme Kinshasa qui est une ville de 10 000 km², conçue pour plus ou moins 500 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 15 millions d'habitants. Les infrastructures n'ont pas suivi. Et donc, il faut remembrer les circuits urbains pour répondre à ça. C'est ce que vous voyez, les grands travaux que nous faisons, par exemple, dans le cadre des rocades de la ville autour de Kinshasa. Nous sommes en train de travailler sur la rocade sud-ouest et sud-est. Donc, je vous invite à aller visiter, voir comment le pays est en train de se transformer. Mais la fin des travaux, on parle de 73 kilomètres. Donc, on ne le fait pas en une journée. Donc, la fin des travaux est prévue pour 2027. Et donc, ça, c'est la rocade sud-ouest et sud-est. Donc, pour la rocade nord-est et nord-ouest, nous avons fini les études. Donc, nos équipes sont en train de finaliser les derniers réglages. Nous allons lancer les travaux et vous verrez des viaducs ultra modernes être posés ici à Kinshasa. Et donc, nous sommes en train de prendre en charge la question de la mobilité urbaine. Ça, c'est autour de la ville. Et lorsque vous êtes entre les 2 rocades, il y a une connexion, donc ce que nous appelons le viaduc de la baie d'Engaliema, qui est
qui est un viaduc de 3,5 km avec 3 bandes x2, un pont ultra moderne pour lequel on va lancer les travaux très très bientôt. Et donc ça c'est autour de Kinshasa. Mais dans la ville, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons des grands projets structurants, notamment le projet TRAC et le projet des tramways. Je rappelle que nous avons finalisé ces travaux, ces études, et donc nous allons lancer les travaux pour la première ligne de tramway en janvier 2027. Et donc la première ligne sera opérationnelle en décembre 2027. Il est prévu pour Kinshasa 7 lignes, et donc les travaux vont aller de 2027 à 2034. Nous aurons toutes les 7 lignes. Ça, c'est Kinshasa. Et donc, la bonne nouvelle aussi, c'est que pour la ville de Lubumbashi, les études des tramways sont terminées il y a 3 jours. Et donc, là, pour Lubumbashi, nous aurons 4 lignes. Et donc, nous avons ces défis de mobilité, donc de redirection de la mobilité urbaine. Alors, la deuxième question, c'était, il a constaté le retard, les déficits et tout ça. Donc, ces deux questions sont liées intimement parce que nous avons un pays à construire. Évidemment, les infrastructures n'ont pas suivi les développements. Les 135 800 km de routes d'intérêt général que nous avons, les gens circulaient en petite voiture d'un coin à l'autre. Mais après, il y a eu une faillite générale, un abandon général. L'office de route qui assurait la gestion du réseau avait au moins 38 brigades à travers le pays. Aujourd'hui, il ne reste que 0 brigade. Donc nous sommes en train de rebâtir ces brigades. C'est pour ça que le président de la République a entrepris un programme ambitieux. Il a pour acquérir 6 000 engins d'un coup et que nous allons lancer sur les secteurs. Et avec une certaine optimisation, nous pensons que nous pouvons rattraper ce retard. Et le collègue a parlé des universités, donc des 14 universités, mais dans 2 ans, nous allons atteindre 20 universités. Lorsque le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo prend le pouvoir, nous avions combien d'universités? 3 universités. Donc il faut reconnaître le bond spectaculaire qu'on a fait dans ces universités. Il a parlé justement de ces cités universitaires. Il faut les visiter pour le voir. Bientôt, on va lancer à Kamina, dans la province du Haut-Lomami, la plus grande université de l'espace du Katanga qui va sortir des terres. C'est à Kamina, et à Kalemi, et à Kolwezi. Et donc, nous sommes en train d'avancer et les pays avancent. Quand nous disons que Fathi bâtit, il bâtit réellement. Ce n'est pas de la politique, c'est du concret. Il faut aller sur terrain. Nous sommes en train d'avancer. Et si nous sommes vraiment des compatriotes, il faudrait qu'on lui laisse le temps de continuer et de parachever cette œuvre. Moi, je suis en train de craindre une certaine rupture au nom de quelques considérations partisanes que ce soit. Je ne sais pas pour vous, en tout cas pour ceux qui sont en train de nous suivre, il y a eu beaucoup d'annonces, beaucoup d'actions, beaucoup de réalisations. Et ils nous ont présenté justement leurs actions, leurs réalisations, des impacts. Du coup, ils ont coché quand même la case redevabilité. Nous avons reçu pour vous les 2 ministres, ministre des Finances, Doudou Fambali Koundé Libota, et le ministre des Infrastructures, John Banza. En 1 minute, comme un peu au début, mot de la fin en termes d'engagement, rapidement, pour qu'on puisse clôturer. Et là, je remettrai la parole à mon très cher Willy. Alors, 1 minute, je ne sais pas si ça pourra être possible. D'abord, les changements de mentalité, nous tous, des efforts supplémentaires et des sacrifices. Notre pays est en guerre. Nos frères de Goma, de Bukavu, de Walungu et de partout ailleurs sont assiégés. Nos pensées et nos comportements doivent être dictés par cette situation. Nous sommes un pays uni, que nous ne devrions pas vivre ici comme si tout était normal. Tout n'est pas normal parce qu'une partie de notre territoire est occupée. Ça, c'est le premier mot. Le deuxième, c'est les assurances à la population.
que tant que son Excellence, Monsieur le Président de la République, aura les faveurs des Congolais pour continuer à présider ce pays et que nous serons au service de notre peuple, en tant que ministre des Finances, nous allons continuer à structurer, mobiliser les financements et diversifier les sources de mobilisation des ressources pour accélérer le développement de notre pays. Nous allons faire les PPP comme nous le faisons. Si vous avez constaté, sur certains axes, c'est les PPP. Nous avons des BOT que nous faisons. Nous avons aussi la prise en charge directe du gouvernement, comme nous les réalisons. Nous avons également d'autres formes de structuration. Pour la première fois, nous faisons des structurations garanties par les ICA, les garanties. L'hôpital qui va être construit dans la nouvelle ville de Kinshasa va être structuré de cette façon-là. Donc nous garantissons ici que nous veillerons à ce que les équilibres soient préservés et que les peuples congolais puissent avoir la route, puissent avoir l'énergie, puissent avoir l'hôpital, puissent avoir l'agriculture et puissent avoir une école moderne pour aller se scolariser et une santé de fer avec un système sanitaire qui va être renforcé. Et c'est les devoirs et l'obligation que nous avons. Nous allons continuer sur la lancée des réformes. Nous allons finaliser l'interconnexion des régies financières, déployer les guichets uniques tels que nous l'avons convenu avec nos partenaires américains. Nous avons une réforme de l'installation du marché boursier en République démocratique du Congo pour assurer un financement de l'économie à long terme. Je crois que dans les jours qui suivent, le président de la République pourra, s'il le décide, promulguer la loi sur les marchés financiers et nous allons aller dans la perspective d'installer une bourse. Donc, en un seul mot maintenant pour terminer, nous venons d'une école, l'école du Sphinx délimité. Et nous n'allons pas trahir ces enseignements jusqu'à ce que le progrès social s'en suive et que ces peuples crient. Peuple d'abord n'était pas un slogan, mais toute une vision que Félix Antoine Tshisekedi est en train de matérialiser pour un Congo uni, fort et prospère. Ministre John Banza. Fachi bâtit et il bâtit de manière très solidaire. Et donc, ici, c'est l'occasion de rendre hommage au travail qu'il fait. Toutes les provinces sont en chantier, je l'ai dit. Nous prenons les provinces où il y a des problèmes d'insécurité. Nous sommes très solidaires. Nous avons des travaux dans le Nord Kivu. Nous faisons la route Kasindi, Beni, Butembo jusqu'à Lubero. Et une fois que la paix sera rétablie, nous allons faire les travaux entre Bunagana, Rutshuru et Goma. Et donc, nous, au niveau du ministère, nous sommes avancés dans les études, dans les zones où il y a des difficultés, mais le symbole que nous avons de l'unité de solidarité, c'est la route nationale numéro 2 qui quitte Mbujimaï et qui va vers Bukavu et qui va vers Goma. Et donc, c'est un message de solidarité et de résilience. Donc, nous allons faire cette route-là et qui nous amène vers la paix. Nous avons aussi des grands défis de certaines routes aussi stratégiques de nos corridors. C'est la route nationale numéro 39 qui quitte Ngouba dans les Lualaba, qui va jusqu'à Luiza et qui se termine à Kazumba dans la province du Kasaï central. Donc nous voulons rassurer la population du Lualaba et du Kasaï central que nous sommes en train de finaliser la structuration pour lancer les travaux sur la première partie. Je vous rappelle que cette route, c'est 1300 km. Donc quand vous associez à 1200 km de Kisangani, 740 de Kisangani à Beni, vous comprenez vous-même que Fachi est en train réellement de reconnecter ce pays. Et donc ce qui nous reste, c'est de continuer à le soutenir, à soutenir la vision qu'il a. Il n'y a pas que le domaine de route, il n'y a pas que le domaine des universités. Beaucoup d'aéroports sont en train d'être construits. Nous allons le faire à Kalemi, à Kanyama, à Kamina, la voirie. J'ai dit ici que nous attaquons à des villes qui n'ont jamais pensé un seul instant que le goudron passera.
Je pense ici à Cabinda, dans la province du Lomami. Je pense dans la ville de Kasongo, dans la province du Maniema. Une ville comme Malembankulu, dans les Hauts-Lomami. Qui pouvait penser qu'on pouvait avoir un jour du macadam à Bukama, par exemple? Mais aujourd'hui, nous avons des études et nous allons lancer des travaux. Donc, nous sommes solidaires autour du président de la République pour que le pays, enfin, puisse se relever et que le pays avance vers son vrai destin, à savoir le destin des puissances. Parce que le Congo n'est pas un pays quelconque. Le Congo est né une puissance. Et donc, le Congo doit revenir à sa place, à savoir diriger les autres nations. Nous sommes arrivés à la fin de ce panel de redevabilité. Je voudrais sincèrement remercier les deux ministres, le ministre des Finances et celui des ITPR. Nous aurons voulu évidemment aborder toutes les questions, mais nous avons compris une chose, les pays est en chantier, les moyens sont mobilisés et les règles de l'art sont respectées, afin que les ressources de la nation soient utilisées de manière efficiente. Nous, la presse, nous allons vous accompagner si c'est possible, surveiller en tout cas. Nous reviendrons, nous poserons toutes les questions, qu'elles soient embarrassantes, mais qu'elles soient répondues. C'est donc la fin de ces panels que j'ai eu le plaisir avec Élisée Odia de conduire. Et je sais que ce n'est qu'un début pour les autres panels qui vont venir et que les autres membres du gouvernement seront aussi heureux de participer à cet effort de redevabilité. Nous sommes un peuple, et on vient de le dire, avec une vocation de puissance. Et cette puissance, elle est d'abord dans notre capacité de rendre compte de tout ce qui a été mis entre nos mains au nom de ce peuple. Merci et à la prochaine.